Adjoint Narville, ancien ministre de l'aménagement du territoire, a réclamé au nom de la transparence la publication de la décision annulant l'arrêté du 29 novembre 2019 qui mettait fin au bail amphithéotique accordé à Queen Madaland à Pass Davasaketi. À ce jour, aucune décision relative à cela n'a été rendue publique. L'annulation reste donc en vigueur, affirme-t-il. Des rizières et terres agricoles à Boutfassen, à Matlaptimahafouti, seront bientôt remblayées pour le projet présidentiel là qui arrive. Les terrains visés ne figuraient pas dans le plan initial, selon les riverains, qui soupçonnent un réseau mafieux derrière ce projet. Adjoint Narville, ancien ministre de l'aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics, a réclamé aujourd'hui, au nom de la transparence, la publication de la décision annulant l'arrêté numéro 27227-2019-MHTP du 29 novembre 2019 qui mettait fin au bail amphithéotique accordé à la société Queen Madaland sur les terres d'Apas Davasaketi. À ce jour, ni les autorités concernées ni la société n'ont rendu publique une telle décision. L'annulation reste donc valable, a affirmé cet ancien ministre, signataire de l'arrêté de résiliation. De nombreuses obligations légales n'ont pas été respectées par la société Queen Madaland. C'est ce non-respect qui a motivé à l'époque la rupture du contrat entre l'État malgache et cette entreprise. Lorsque nous avons examiné les documents, nous avons constaté l'existence de plaintes émanant des habitants de Sakati, qui n'avaient pas été pris en compte dans le processus d'attribution du bail amphithéotique. Or, la loi exige l'élaboration d'un cahier des charges spécifique pour ce type de foncier, et de nombreuses lacunes ont été relevées à ce niveau. Lorsqu'elle a été interpellée, l'entreprise n'a jamais donné suite, et il a été impossible d'identifier clairement ses responsables. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'annuler ce bail. En tant que responsable technique, le ministère a agi conformément à ses prérogatives. Et en tant que responsable politique, j'ai choisi d'écouter les inquiétudes de la population. Mon devoir, en tant que ministre, était de protéger les intérêts de l'État et ceux de son peuple. En consultant le registre du commerce et des sociétés, on constate que Queen Madaland a été fondée en 2015 avec pour objectif principal la plantation d'arbres et la protection des forêts. Un an plus tard, l'entreprise a changé de cap en se lançant dans le secteur touristique avec le projet de construire un hôtel 5 étoiles. C'est dans ce contexte qu'elle a formulé une demande pour obtenir 17 hectares à Apas Davasaketi. Or, ces deux activités, reboisement et tourisme hôtelier, sont distinctes et sans lien direct, ce qui a soulevé des interrogations au sein du ministère compétent en 2019. De plus, bien qu'autorisée à exploiter les terres de l'État dès 2016, la société n'a entrepris aucune action à Sakati jusqu'en 2019. 2025 est arrivé et plusieurs personnes ont déjà été poursuivies pour avoir défendu les terres de Sakati. Les autorités locales, avec le soutien des forces de l'ordre, continuent d'intervenir dans cette affaire, parfois de manière intimidante. Tsy manara-dalàna anie zany ny préfet, tsy manara-dalàna izy satria anjara n'ilay orinasa no fandamina mivoaka ny toerana any sy ministère. Le préfet viole donc la loi, car c'est à l'entreprise de trouver un arrangement avec la population locale. Avant l'établissement de la réserve foncière touristique, un état des lieux aurait dû être réalisé, ce qui aurait permis de constater la présence de communautés installées sur les lieux. C'est cela qui m'a intrigué. Où étaient les maires, le préfet, les chefs de district? Pourquoi n'ont-ils pas protégé ce bien appartenant à l'État? L'entreprise, elle, pouvait ignorer certaines réalités du terrain. Mais c'était aux autorités locales de garantir la protection du domaine public. Quant au titulaire du bail s'il y en a effectivement un, il lui incombait de sécuriser ses terres après la signature du contrat et de prévenir toute nouvelle installation. Mais pour les personnes qui vivent là depuis toujours, on ne peut pas simplement les expulser. Il faut un arrangement, suivre des procédures prévues par la loi. Fa ny olona efa mipetraka tao hatramin'izay tsy azonao esorina fotsiny amin'izao hoe roana fa tsy maintsy misy fandamina sy fanarahana araka ny voalazako teo.
Par conséquent, à défaut de présentation d'une décision légale annulant l'arrêté numéro 27217/2019-MHTP du 29 novembre 2019, ni par le ministère concerné, ni par la société Green Madaland, les réserves foncières touristiques d'Apas Davasakati reviennent à l'État. Des rizières et des terres agricoles s'étendant sur plusieurs hectares seront prochainement remblayées à un bout de Fasna Batulamtiema à Fouti, dans le cadre de la poursuite du projet présidentiel à la Carive, selon les plaintes formulées aujourd'hui par les habitants concernés. Le désaccord entre les autorités et les populations locales persiste. D'après les explications des riverains, les terres nouvellement menacées ne figuraient pas dans le plan initial du projet. Le manque de clarté autour du processus de remblayage alimente les soupçons quant à l'existence d'un réseau mafieux opérant en arrière-plan. Les conflits fonciers sont actuellement très fréquents dans la région. Nous avons exprimé notre étonnement face à la situation, car au départ, cela ne nous concernait pas. Cependant, ils ont expliqué que les zones en jaune étaient destinées à être expropriées, tandis que celles en vert étaient les zones affectées. En observant les terres jaunes, il s'agissait de terres agricoles, et les zones vertes étaient des rizières. Nous avons clairement affirmé que ces terres sont essentielles à notre subsistance et que nous ne les céderions pas. Nous nous adressons au président de la République pour savoir s'il est au courant de cette situation, car des individus mal intentionnés profitent des projets présidentiels pour s'approprier des terrains. Ces voleurs, soutenus par des mercenaires tant locaux qu'étrangers, ont créé un réseau pour dérober les terres des agriculteurs, ce qui est désormais prouvé. C'est pourquoi nous nous tournons vers vous, Monsieur le Président, pour savoir si vous êtes conscient de cette manœuvre. Nous souffrons de voir que vous vous pavanez à la télévision, tandis que nous luttons pour protéger nos terres. Des ménages entiers, principalement composés d'agriculteurs, risquent de perdre leur seule source de revenus si ces terres agricoles sont bel et bien remblayées. Une telle décision ne fera qu'aggraver la pauvreté, selon les habitants, qui expriment une opposition ferme et déterminée. Que deviendrons-nous? Où irons-nous? Y aura-t-il des emplois pour ces habitants si vous leur retirez leurs moyens de subsistance? L'insécurité est déjà omniprésente actuellement, faute d'opportunités dans les zones rurales. Les rendements agricoles sont déjà réduits en raison des conditions météorologiques défavorables. Maintenant, on prive les gens du peu qu'ils ont. L'accaparement des terres s'étend progressivement, et nous ne savons plus jusqu'où cela ira. Nous craignons que le projet présidentiel ne serve de prétexte pour s'approprier nos terres. D'après les discussions entre la commune et les propriétaires concernés, une rencontre était prévue ce matin entre les habitants et des représentants du secrétariat d'État chargé des nouvelles villes, mais ces derniers ne se sont pas présentés. Cet incident illustre, selon les habitants, le manque de sérieux et de maturité du régime actuel de la gestion de dossiers aussi sensibles. Alors que le chômage touche déjà passivement la population, voilà que les moyens de subsistance de ceux qui travaillent la terre sont menacés au profit d'un projet de prestige. La promesse du régime Radziwiłł de mettre des terres à la disposition des agriculteurs pour les aider à produire n'a toujours pas été tenue. Et aujourd'hui, ce sont les terres déjà aménagées qui risquent d'être détruites. Pour les habitants, cette décision condamne davantage encore le peuple à la misère. Les actuelles réhabilitations de chaussées dans le pays sont davantage motivées par des considérations politiques que techniques, selon les politiciens. Les chaussées en cours de construction et de réparation, ici et là, tiendront-elles jusqu'au mois de juin, date de la célébration de l'indépendance? C'est la question que beaucoup se posent actuellement face aux travaux de voirie entrepris par le gouvernement à l'approche du sommet de la COI. Il est courant dans le pays que les routes nouvellement construites se détériorent rapidement, souvent en l'espace de 2 ou 3 mois, et deviennent pires qu'auparavant. De plus, du goudron déjà utilisé est employé pour reboucher les nids de poules. Ces matériaux ne devraient plus servir à la réhabilitation, mais plutôt être réservés aux zones à faible trafic où les charges sont moins importantes. Les contrats, quant à eux, sont souvent attribués aux mêmes entreprises qu'auparavant, par le biais de marchés de gré à gré, une pratique bien ancrée au sein de l'administration actuelle. Chez nous, les chaussées ne sont réhabilitées que de manière sommaire à l'approche d'événements majeurs,
comme les Jeux des îles ou aujourd'hui le sommet de la COI. Il ne s'agit que d'un simple plâtrage, une réhabilitation à visée politique, sans aucune logique technique ni souci de durabilité. Résultat, on continue de dépenser sans cesse pour les mêmes routes. Une véritable réhabilitation, avec les moyens techniques actuels, devrait tenir au moins 3 à 5 ans. Or ici, on réalise des travaux dits techniques qui ne tiennent que 2 à 3 mois. Regardez bien, ces chaussées se dégraderont quelques semaines après le sommet, comme ce fut déjà le cas juste après les Jeux des îles. La dimension politique est évidente, car on savait depuis longtemps que le pays allait accueillir le sommet de la COI cette année. Alors pourquoi avoir lancé les travaux aussi tardivement dans l'urgence? Était-ce pour faciliter l'attribution de marchés de gré à gré, ou parce que l'on sait pertinemment que les chaussées se dégraderont rapidement et qu'il vaut mieux qu'elles soient achevées au dernier moment? Selon les techniciens, il est tout à fait possible de réhabiliter les chaussées dégradées de la capitale à moindre coût, tout en assurant la qualité et la durabilité. Le gouvernement a fait un autre choix. Il n'est donc pas surprenant que les infrastructures se détériorent aussitôt après leur inauguration. Pendant les travaux, il n'y a aucun contrôle sérieux, notamment en matière de qualité. Même les panneaux de signalisation sont rares, voire absents, ce qui empêche les citoyens de connaître la durée des travaux, le calendrier, le nom de l'entreprise chargée de l'exécution, le budget alloué. On ne voit que des slogans tels que « La commune travaille pour vous »,« Le ministère travaille pour vous » ou encore pour le nettoyage des canalisations, « La PIPA travaille pour vous ». Le manque de communication et la concentration du pouvoir sont à l'origine des dysfonctionnements dans le pays, affectant l'ensemble des travaux d'infrastructure. Résultant le monopole du pouvoir sur le plan économique. C'est là le résultat d'un monopole du pouvoir sur les plans économiques, politiques et social. Je salue l'ancien ministre Hadz pour avoir révélé la vérité sur le dossier Sakati en rappelant que le bail amphithéotique avait bel et bien été résilié. Or, ce même contrat est aujourd'hui promu par le régime actuel. Il s'agit pourtant d'un patrimoine majeur, celui de toute la nation. Le même schéma se répète dans la construction des chaussées, des projets politisés, sans souci de durabilité ni de réels bénéfices pour la population. Ce sont pourtant des fonds publics qui sont mobilisés pour ces travaux de voirie. Ces ressources devraient profiter à la population en améliorant durablement les infrastructures de transport. L'Assemblée générale de l'AEMACHA, Association économique Madagascar-Japon, a approuvé aujourd'hui la modification de son statut pour devenir la Chambre de commerce mixte Madagascar-Japon. Selon les explications du président de l'AEMACHA, l'association AEMACHA aurait dû être une chambre de commerce depuis sa création. Cependant, elle a d'abord été créée en tant qu'association en raison du nombre insuffisant de membres. La nouvelle chambre de commerce mixte Madagascar-Japon sera officiellement présentée au Japon lors du 9e sommet de la STICAD. Les membres de l'AEMACHA bénéficieront de nombreux avantages grâce à cette transformation en chambre de commerce mixte. D'ailleurs, pour cette année, la semaine de l'économie de l'AEMACHA se tiendra au Japon en même temps que la 9e conférence STICAD du 17 au 27 août 2025. Donc l'association AEMACHA compte participer au sommet de la TICAD 9 au Japon en organisant donc notre édition de sommet économique, c'est la 4e édition qui sera donc organisée au Japon à partir du 17 jusqu'au 25 août. Donc là c'est notre contribution propre, mais il y a aussi donc notre on va dire main tendue qui sera lancée auprès d'autres institutions économiques mais aussi publiques en termes de comment on va donc profiter au maximum de cette sommet de la TICAD 9. Les relations économiques et commerciales entre le Japon et Madagascar vont bon train. Cependant, elles sont encore insuffisantes. Madagascar peut encore exploiter de nombreux marchés dans le cadre de cette relation Japon-Madagascar, selon les dires du président de l'AEMACHA. L'Assemblée générale ordinaire de l'AEMACHA s'est tenue aujourd'hui à Ivangi. Le rapport de l'année 2024 y a été présenté. Cette assemblée s'inscrit également dans le cadre des préparatifs de la participation de Madagascar au 9e sommet du TICAD. Les investisseurs japonais qui souhaitent travailler à Madagascar se heurtent à des difficultés.
selon les observations de l'ambassadeur du Japon en poste à Madagascar, à savoir des problèmes liés à l'énergie et aux infrastructures. Il a particulièrement souligné la lenteur des processus de prise de décision et de procédure, ce qui dissuade les investisseurs japonais. C'était dans le domaine de la pêche qu'une entreprise japonaise a proposé à Madagascar, mais avec franchement la lenteur de décision et aussi donc la décision au niveau de gestion de l'entreprise, dans sa stratégie de gestion, ils ont finalement retiré cette proposition. Donc voilà, je dis si côté Madagascar avait saisi cette opportunité tout de suite, peut-être que le résultat aurait été différent. Donc moi je regrette que ce n'était pas le cas. L'ambassadeur a encouragé la prise de mesures pour améliorer la situation.